Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Librement Votre. Aujourd'hui, je reçois Florence Gindre qui a créé sa maison d'édition Marathon Édition. Florence va nous parler de son parcours professionnel, de comment elle en est arrivée à monter une maison d'édition, mais aussi les difficultés auxquelles elle peut se heurter pour promouvoir ses auteurs, les difficultés de se faire une place face aux grandes maisons, et je lui ai également posé la question suivante, est-ce que créer sa maison d'édition est à portée de tout le monde ? Elle nous explique tout ceci dans le podcast du jour. Bonjour Florence. Bonjour Amélie. Bienvenue dans le podcast Librement Votre et surtout merci d'avoir accepté d'y participer. Merci à toi de m'avoir invitée. Du coup, j'ai reçu Damien Guichardon il y a peu dans le podcast et c'est un peu grâce à lui et par son biais que j'ai pu entrer en contact avec toi puisque tu es son éditrice. Oui. Mais du coup, avant qu'on rentre dans ce sujet-là de l'édition, etc., est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais actuellement ? Je suis Florence Gindre, je suis actuellement éditrice pour Marathon Édition. Depuis 1 an, c'est mon seul métier. La maison d'édition, je l'ai créée il y a 5 ans. Auparavant, j'ai eu de multiples casquettes. Je suis à la base ingénieur paysagiste. J'ai même travaillé une dizaine d'années dans cette branche, dans différentes boîtes, voilà à peu près. Ok, non mais c'est déjà pas mal. Et du coup, donc pendant 10 ans, tu travailles dans l'univers de ingénieur paysagiste. Du coup, je suppose que à côté de ça, la lecture, la littérature, c'était quand même quelque chose qui te passionnait ou même pas du tout ? La lecture j'ai toujours lu, je dirais aussi toujours plus ou moins écrit. Ok. J'avais dans l'idée j'aurais aimé, je pense, à un moment donné, créer une librairie, mais comme nous déménagions tout le temps, c'était même pas envisageable. Mon mari aime aussi beaucoup lire. Okay. Mes enfants aiment beaucoup lire. J'ai rencontré d'ailleurs mon mari grâce à un livre. Donc le livre, oui, il fait partie de ma vie. Par contre, éditrice, j'aurais jamais envisagé de le devenir. Ok, et du coup, c'est venu comment on passe de je suis ingénieur paysagiste à tiens, si je montais ma maison d'édition. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements, on va dire. Ce que je disais, c'est qu'on a souvent déménagé, donc à chaque fois, il fallait que je retrouve du travail. Et à 34 ans, on revenait d'expatriation. J'étais donc de nouveau sur le marché du travail. Et là, on m'a fait comprendre que j'étais trop vieille. Ah oui, ouais, sympa. Donc c'est bien. D'accord. Ok, à 34 ans, voilà. D'accord. Ça faisait une bonne claque. Hein. J'ai cherché à rebondir là-dessus. Ouais. Bon, je vais faire court. Hein. Et entre autres, j'avais déjà écrit un livre. Ok. Et là, je m'étais dit, je vais écrire une histoire que j'ai en tête pour jeunes ados. Et je testais l'histoire sur mes enfants, qui à l'époque étaient en primaire. Et Thomas, mon fils aîné, me disait, mais ouais, ton histoire, elle est bien, mais moi, j'en ai une meilleure. J'ai une meilleure histoire que tu pourrais écrire. Et donc, il a mis 1 an à me décider. Et au bout d'1 an, j'ai accédé à sa demande et on s'est mis à écrire le premier tome de la trilogie qu'il avait en tête, le Skyraf. On a trouvé une petite maison d'édition pour le publier, mais ça ne me convenait pas. D'accord. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'à ce moment-là, on avait déjà fini d'écrire le tome 2. Et donc, j'avais le choix entre soit l'auto-éditer, soit... monter une maison d'édition pour le publier et publier d'autres auteurs. Et j'ai choisi cette solution. Ok. Pourquoi ? Entre autres parce que j'avais déjà auto-édité quelques livres, que j'envoyais, je dirais, les obstacles pour moi. Je dis bien pour moi parce que pour d'autres, ça peut ne pas être des obstacles. Puis la maison d'édition, pour publier d'autres auteurs, je trouvais ça classe. Et donc, j'ai suivi quelques formations à l'Agence régionale du livre. Ok. Donc l'ARL PACA, parce qu'à l'époque, j'habitais Marseille. Et je me suis lancée. Ok, donc ça n'a pas été lancé comme ça en mode allez on y va, il y a quand même une petite formation, il y a eu une grosse réflexion derrière, etc. Oui. Il y a, je dirais quand même, là avec le recul, 5 ans derrière, je me trouve audacieuse. Ben oui, j'imagine que quand on connaît pas du tout le métier et qu'en plus on vient de quelque chose qui est complètement différent, il y a tout à apprendre au final. On repart complètement de zéro et parce que c'est même quelque chose quoi. Même si j'avais suivi la formation, c'était des formations courtes. En tout, ça a dû durer 15 jours. Ah oui, effectivement. Donc très court. Hein. Et j'ai beaucoup appris sur le tas. Ah mais c'est bien.
Non, mais c'est bien, c'est encourageant et je pense que c'est motivant parce que je pense que des fois, ça peut être un peu un frein pour certaines personnes de se dire « Oh là là, faut que je me replonge dans des études hyper longues, etc. » Au final, en étant finalement un peu audacieuse, on peut réussir à faire de grandes choses quand même. Oui, et c'est vraiment une marche après une marche et pas regarder le haut de l'escalier. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que la décision, elle est prise de monter la maison d'édition, etc. Donc, la priorité, c'est d'abord de publier le livre que vous avez écrit avec votre fils, je suppose. Il m'a servi un peu de... Ça a été un test, en fait. De test, ouais. Ok, et du coup, après, derrière, une fois que ça s'est fait, je pense que tu te dis, bon, maintenant que ça s'est fait, j'ai monté ma maison d'édition, va quand même avoir cherché des auteurs. La première année, donc j'ai créé la maison d'édition en 2017 et en 2017 je n'ai donc publié que 3 livres, les 2 premiers tomes de notre trilogie et un autre auteur. Donc ça après trouver les auteurs, j'allais dire c'est pas forcément le plus compliqué, oui et non. Parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent et qui aimeraient pouvoir se faire publier et je suppose que ça doit toquer quand même souvent à la porte. Oui, mais après là je vois il y a la moitié là actuellement par exemple la moitié non peut-être pas la moitié mais au moins un gros tiers des mails que je reçois, ils sont directement refusés parce qu'ils correspondent pas à ce qu'on recherche. Ok. Et du coup, comment justement, c'est hyper intéressant ça. Comment t'arrives à faire, parce que je me doute que tu dois quand même en recevoir un paquet, donc ça doit être un sacré tri à faire aussi. Comment t'arrives, alors il y a l'expérience aussi, je suppose, mais quels sont tes critères? À quel moment tu dis, ok, là il y a du potentiel, là c'est mort quoi. Là il y a, alors parce que déjà j'ai dit qu'il y a un tiers qui est tout de suite mis de côté parce que ils correspondent pas à ce que publie la maison. Par exemple, on m'envoie des pièces de théâtre, sachant que Marathon Édition, c'est des livres, des romans pour ados, jeunes adultes, pas du tout du théâtre, donc voilà. Oui, forcément, du coup, ça aide. On reçoit de tout. Donc cela, je dirais, c'est vraiment facile à mettre de côté. Ensuite, là, en 5 ans, je dirais aussi que la méthode de choix a évolué. Bon, il y a aussi parce que j'en reçois beaucoup plus, donc je ne peux plus faire ce que je faisais au départ, c'est-à-dire tous les lire jusqu'à la fin. Ah oui. Au début, je le lisais, tout ce que je recevais, je le lisais jusqu'à la fin. Je me disais, un auteur, il a mis ses tripes pour écrire ça. Oui, c'est compliqué. Je me sentais redevable de le lire jusqu'au bout. Et puis, malheureusement, après, vu le nombre, on peut plus faire ça. Donc, quand ça correspond à ce qu'on recherche, je commence à lire les premières pages et je peux voir si le texte mérite d'être retravaillé ou pas. S'il doit être retravaillé, je le dis à l'auteur. Tu le vois parce que c'est une question d'expérience et parce que ça fait 5 ans que tu fais ça, ou il y a quand même une certaine sensibilité personnelle de te dire ça me parle vraiment à moi personnellement et j'ai vraiment envie de l'emmener plus loin? Je pense que pour tous les textes qui méritent d'être retravaillés, là on le sent, je pense que ça, oui, c'est aussi en lisant énormément. Donc oui, je dirais que au final c'est un peu avec de l'expérience. Je vois aussi qu'un manuscrit est bon quand j'ai envie de retourner le lire. Ok, mais c'est ce qui est bien aussi du coup, parce que du coup, je pense que pour un auteur aussi, ça peut être rassurant dans le sens où il se dit, c'est un peu ce que Damien me disait dans son podcast, c'est que du coup il a senti que tu l'avais vraiment lu et que ça t'avait vraiment plu et je pense que c'est hyper important finalement pour un auteur de sentir son livre apprécié et pas juste un objet qu'on va vendre et sur lequel on va se faire de l'argent finalement. Ouais. Oh oui. Donc non c'est voilà oui et puis oui j'ai là la trentaine de titres qu'il y a au catalogue. Ouais. Que des livres que tu as aimés et que tu as choisis avec le cœur. Mais je pense que c'est bien parce que c'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est vraiment rassurant d'être dans une maison d'édition où l'éditrice, on sent qu'elle fait les choses avec le cœur et que notre livre, elle l'aime parce qu'il lui a parlé, quoi. Après, il y a le cas de figure aussi où je trouve très dur. C'est quand je suis arrivée jusqu'au bout d'un manuscrit, que je l'ai trouvé bien, mais pas suffisamment bien. Ah oui, et dans ces cas-là alors? Je dis non.
Mais je m'en veux. C'est difficile de dire non à un auteur, justement. Est-ce que c'est difficile de dire à un auteur, justement, qui a mis ses tripes dans son livre, de lui dire, bah non, désolé, quoi. Au départ, c'était très dur. Là, au bout de 5 ans, c'est beaucoup moins dur. Parce que, entre autres, parce que je vois que parfois, il y en a qui m'envoient des manuscrits, ils n'ont même pas regardé ce qu'était la maison d'édition, donc ça énerve. Et puis, on prend du recul, oui, parce que de toute façon... T'arrives à te détacher du côté humain et de te dire, ok, là, je juge un livre et pas un humain. Ah oui, je ne visualise plus l'auteur qui est en train d'écrire son livre. Là, ouais. Mais je pense que ça doit être ça doit être quelque chose de difficile quand même à faire. Après, effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, on n'a plus le choix quand on doit recevoir des dizaines et des dizaines de manuscrits. Et au bout d'un moment, il y a plus le choix, quoi. On est obligé de dire non, on peut pas dire oui à tout le monde, sinon c'est pas possible, quoi. Mais j'imagine que ça doit être compliqué. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées au moment de créer ta maison d'édition, des blocages où tu t'es dit ah ouais non là ça va pas le faire, ou pas spécialement, ou tout a été plutôt fluide? Qu'est-ce qui a fait que le projet il est allé à son terme malgré les difficultés? Parce que je suppose qu'il doit quand même y en avoir, comme dans toute création d'entreprise, il y a forcément des difficultés quelque part. J'avais choisi un modèle simple avec au départ, j'ai commencé simple, avec de l'impression à la demande. Donc il n'y avait pas de gestion de stock, pas trop de prise de risque. Donc non, il n'y a pas eu un truc en particulier ou une grosse remise en question de se dire peut-être que finalement je suis pas à ma place. Tu t'es toujours senti à ta place dans cette création de maison d'édition? Quand on commence à créer une maison d'édition, on se rend compte qu'on est énormément à le faire. Il y a une multitude de petites maisons d'édition. On a toute notre manière de faire. Ouais, c'est plus la concurrence qui est difficile plus qu'autre chose en fait. De se démarquer par rapport à toutes les autres qui sont en train de sortir, c'est plus ça. Comment dire parce qu'il y a aussi là par exemple, il y a 1 an, j'ai décidé de rentrer en diffusion. Au départ, quand j'ai créé la maison d'édition, j'étais donc auto-distribuée, auto-diffusée. La distribution, c'est en gros le distributeur, c'est celui qui se charge des commandes. Quand un lecteur va commander un livre dans une librairie, c'est lui qui va prendre le livre dans le stock et l'apporter au libraire. Le diffuseur, c'est le représentant commercial qui va visiter les librairies pour dire que telle nouveauté va paraître. Donc au départ, quand j'ai lancé la maison d'édition, j'étais auto-distribuée, auto-diffusée. Donc tu faisais tout toi-même? Oui. Et c'est compliqué dans le sens où on n'est pas très visible. Parce que les libraires, pour eux, ce n'est pas du tout facile de commander un livre qui est autodistribué. Ils ont beaucoup de travail et ça leur demande d'aller contacter l'éditeur Tartampion pour le livre de son client. Ouais. Oui, ça fait des étapes supplémentaires alors que ça pourrait être plus simplifié. Quand c'est des grands distributeurs, ils passent la commande en fin de journée à tous, c'est sur une plateforme, c'est beaucoup plus pratique. 2 ans après la création, j'ai pris un distributeur qui fonctionne avec aussi l'impression à la demande. Par contre, dans ces cas-là, il n'y a pas non plus de retour pour les librairies. Parce qu'il faut savoir que les libraires, quand ils achètent un livre, s'ils ne le vendent pas, ils peuvent le retourner et se faire rembourser. Donc là, c'était pas possible. Ah oui, donc du coup, ça ajoute une difficulté encore supplémentaire, quoi. C'est un point négatif pour être présent en librairie. Ah ouais, faut vraiment batailler en fait. On se rend pas compte, mais au final, être une petite maison d'édition, c'est un combat permanent, quoi. Pour les petites maisons d'édition, être présent en librairie, c'est quasi mission impossible. On pourra être présent dans un petit nombre de librairies qui nous connaissent ou qui connaissent les auteurs qu'on publie, mais ils n'ont pas la place pour... Du coup, comment t'arrives justement à vendre les livres de tes auteurs? Du coup, s'il y a ce frein en librairie qui est hyper compliqué, comment vous en sortez, entre guillemets? Il faut assurer les dédicaces, les salons. C'est comme ça que les auteurs peuvent se faire connaître et les maisons d'édition également. Aussi. Et tout à l'heure, tu disais un truc qui était intéressant, c'est que il y a plein de petites maisons d'édition qui sortent régulièrement, etc. Alors c'est pas péjoratif la question que je vais poser, mais c'est pour comprendre et pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre et avoir toutes les clés aussi. Est-ce que ça veut dire
que il y en a autant qui sortent parce que c'est facile d'ouvrir une maison d'édition? Est-ce qu'au final, ouvrir sa maison d'édition, c'est à portée de tout le monde pour qu'il y en ait autant qui sortent souvent? Je dirais que oui. Ok. Ah bah j'aurais pas cru. Et après, en petite maison d'édition, j'en connais des petites ou moyennes qui ont plusieurs dizaines d'années d'existence et qui s'en sortent très bien. Ah, j'aurais jamais pensé parce que c'est vrai que ça faisait partie. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre et puis dernièrement autour du livre et créer une maison d'édition faisait partie, en tout cas, de ma liste d'envies. Et je me suis toujours mis une barrière en me disant « Ah non, ça va être trop compliqué, ça va être horrible de faire ça. » Et au final, bah là, j'apprends qu'en fait, c'est pas si compliqué. Allez, demain, je monte ma maison. Voilà. C'est parti. Il y en a beaucoup. Après, c'est se démarquer, quoi. Oui, après, ça va être plus en termes de... Bah, c'est un peu la bagarre, quoi, avec les autres, comment se démarquer. J'ai pas senti de bagarre. Je trouve pas qu'il y ait forcément de bagarre. Je trouve qu'après, chacune, avec les années, marque son identité. Alors, moi, je perçois pas ça comme de la bataille. Au contraire, je me dis, ah bah tiens, un tel a choisi plutôt ce mode de développement. Ah, pourquoi? Ah, peut-être, ah, c'est intéressant. Après, c'est pas pour autant que je vais le suivre. Et je sais pas, oui, moi, je le sens pas en tant que bataille. Non, mais c'est bien de réfléchir comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, donc tant mieux. C'est vrai que on entend quand même souvent parler de concurrence dans le secteur du livre et des fois j'en entends des vertes et des pas mûres. Hein, donc donc c'est rassurant de voir qu'il y a quand même des petites maisons d'édition qui restent quand même humaines et que ça se tire pas forcément tout le temps dans les pattes, quoi. Donc c'est plutôt rassurant. Du coup, en parlant un petit peu, alors guéguerre, c'est peut-être un très très gros mot ce que je vais dire, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est partenariat et influenceur. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu fais appel avec ta maison d'édition? Est-ce que vous faites appel aux influenceurs littéraires, puisque maintenant c'est devenu quelque chose qui est quand même assez connu et où de plus en plus on a des personnes qui reçoivent des services presse pour en parler sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu utilises pour faire la promotion de tes auteurs du coup? Oui. Je sais que certaines maisons d'édition le font par partenariat pour une année. Mais je n'ai pas décidé de ce modèle. Moi, je passe par une plateforme, Simplement Pro. Ah oui, je connais, oui. Donc, il y a plusieurs plateformes comme ça qui mettent en relation des éditeurs-auteurs avec des chroniqueurs, influenceurs. Pour les plus grosses maisons, il y a NetGalley. Ok, moi je connais pas, ok. Donc c'est pas toi qui vas les chercher directement au final? Oui et non. Sur cette plateforme, je vais les chercher à ce moment-là. C'est surtout pour une question de gestion, pour que tout soit centralisé au même endroit. D'accord, ok. Et du coup, tu les choisis comment? Est-ce que tu as des critères en particulier? Est-ce que c'est au feeling? Comment tu... Mon seul critère, donc c'est pour chaque livre, je vais choisir des influenceurs qui aiment ce genre. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est plutôt une bonne expérience? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Est-ce que tu arrives à t'y retrouver? Est-ce que voilà, tu as quand même des bons retours grâce à ça? Je dirais que globalement, c'est plutôt de bonnes expériences parce que sinon j'aurais arrêté. Donc toi, pour ta maison d'édition, donc c'est principalement effectivement donc les influenceurs, les salons littéraires, les séances de dédicaces, etc. pour faire connaître les auteurs. Et du coup, est-ce que donc tout ça mis à bout avec les auteurs que tu as aujourd'hui, maintenant après 5 ans, ton bilan entre guillemets, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ta maison d'édition ou tu es obligé encore d'avoir d'autres petits à côté pour pouvoir vivre en fait au final? J'ai arrêté mon travail alimentaire, donc il y a 1 an, avec pour objectif d'arriver à terme à me rémunérer. Ok, donc même encore après 5 ans, c'est pas encore tout à fait. Donc c'est intéressant pour ceux qui écoutent de se dire que ça peut prendre du temps. Non, c'est aussi un choix que j'ai fait parce que j'ai préféré embaucher. Ok, tu as préféré faire le choix de te dire je vais prendre quelqu'un pour m'aider et me soulager entre guillemets et m'aider à développer la maison d'édition plutôt que de me rémunérer. C'est quand même un choix aussi audacieux. Oui. Oui. Parce voilà, que... c'est pour ça, ce sont des choix qu'on fait. Ouais, non, mais tout le monde le ferait pas forcément. C'est vrai que ça peut faire peur quand on se lance à son compte de se dire bah ouais, je vais quand même gagner moins.
je prends quand même des risques entre guillemets. C'est quand même, je trouve, un choix qui est audacieux de se dire, je préfère me sacrifier moi entre guillemets et ma vie personnelle pour me dire j'embauche quelqu'un, je lui verse un salaire, mais pour le bien de la société, je suppose aussi quand même. Oui, mais c'est et puis ça permet de mieux développer la maison d'édition, quoi. Ouais, je pense que c'est important aussi, oui. Ouais. Non, c'est bravo. Non, c'est bien. Je trouve ça honorable, franchement. Il y avait une autre question que j'avais. On en a un petit peu, quand on a préparé le podcast avant, on l'a un petit peu évoqué, à savoir comment réussir à se démarquer un petit peu des grosses maisons d'édition. Parce que tu me disais que pour pouvoir grandir, il faut un peu subir, entre guillemets, les règles des grosses maisons d'édition et des grands groupes. Et du coup, comment t'arrives à t'en sortir un petit peu au milieu de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a des règles qui sont pas en accord avec toi, avec ce que tu veux faire, que... Dis-nous un petit peu tout ça. C'est ce que j'ai dit aussi précédemment, c'est donc il y a 1 an, j'ai décidé de rentrer en diffusion parce que mon but est de faire grossir Marathon, parce que sinon je dirais que c'était une affaire qui roulait. Alors c'est sûr, c'était pas de grosses ventes, c'était pas un gros placement en librairie, mais la maison d'édition tournait, on pouvait faire les dédicaces pour les auteurs, leur salon. Oui, t'aurais pu te contenter de ça et dire bon allez, moi je me repose sur mes lauriers, quoi. Oui. C'est même pas se reposer sur ses lauriers, c'est un choix. C'est continuer ainsi, et je me suis dit, je vais essayer de faire grossir Marathon. Du coup, donc on est rentré en diffusion. Donc c'est effectivement là, c'est un autre mode de fonctionnement. On se frotte un peu plus au plus gros. Moi, je dirais que ma plus grosse déception, c'est de découvrir que c'est pas les bons livres qui seront les mieux vendus. Le diffuseur n'arrête pas de me répéter. Je lui dis, j'ai un super livre, on peut le mettre en avant. Il me dit, l'auteur est connu, qu'est-ce qu'il a fait, il mérite pas d'être mis en avant. Oui, mais il est bon. Oui, c'est pas suffisant. Oui, mais c'est nul. Voilà, ça je dirais que c'est ma plus grosse déception. Ouais, c'est un peu dommage, quoi, parce que oui, peut-être que pour l'instant il est pas connu, etc. Mais son livre, s'il est bon, peut-être que grâce à ce livre qui est très bon, il peut devenir connu et hyper intéressant pour tout le monde. Mais c'est pas lui qu'ils mettront en avant, c'est pas lui que... Ouais, au final, il y a quand même un gros travail. Vraiment, faut vraiment se faire sa place pour... Donc non, et puis ça, oui, après, ce que je te disais, c'est les grands groupes qui dictent leurs règles et nous, on les subit. Et surtout, on n'a pas la machinerie que eux ont. Ouais, faut réussir à se faire une place dans un milieu qui est quand même compliqué, quoi. Dis donc. Je vais peut-être pas monter ma maison d'édition finalement. Ah non, mais après ça dépend. Ce stade-là, je l'aurais moins subi si j'étais restée sans diffusion. Oui, c'est que ton objectif est de faire grandir la maison d'édition et du coup forcément tu vas te heurter à ça, quoi. Ouais. Parce que là, pour toi, l'objectif, c'est quoi avec Marathon Édition? Est-ce que tu as un objectif rêvé? On en parlait dans le podcast avec Damien, on parlait, il faut vraiment toujours avoir un objectif idéalisé. C'est quoi, toi, ton objectif idéalisé avec Marathon Édition? Devenir, je dirais, dans la catégorie moyenne maison d'édition. Donc une maison d'édition reconnue. Oui, quand on dit Marathon Édition, on sait de qui on parle. Oui, mais par exemple, aux gens qui s'y connaissent un petit peu, parce que par exemple, si je dis Scrineo, les gens qui lisent vont savoir, mais la personne lambda... Oui, c'est vrai. Après, est-ce que tu as un objectif de dire j'aimerais bien avoir tant d'auteurs au sein de la maison d'édition, ou pas forcément, tu fais au fil du temps? Nombre d'auteurs, non. Ok. Donc toi, c'est plus vraiment en termes de reconnaissance, en fait, finalement, quelque part. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est un objectif qui est intéressant. On se fixe les objectifs, il faut savoir ce qu'on veut. Mais exactement, et il avait tout à fait raison. Pour un petit peu se diriger petit à petit vers la fin de tout ceci, est-ce que toi, tu aurais un conseil en particulier à donner s'il y a une personne ou plusieurs qui écoutent, qui veulent monter leur maison d'édition? Si tu avais un ou plusieurs conseils à leur donner, si elles ont soit peur de se lancer, soit des blocages, soit des idées qui sont peut-être pas forcément fondées, parce qu'au final, moi, je pensais que monter une maison d'édition, c'était la croix et la bannière.
Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme motivation et comme conseil à ces personnes pour leur dire, mais franchement, faites-le, quoi? C'est d'y aller pas à pas, d'y croire, d'y aller pas à pas. S'ils rencontrent des problèmes, les problèmes sont là pour être solutionnés et il y en aura. Et puis se lancer, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Et est-ce que tu penses qu'il faut, quand on lance sa maison d'édition, choisir... Alors, je pense connaître la réponse, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu penses qu'il faut choisir un genre qui fonctionne ou choisir un genre qui nous plaît à nous personnellement, même si c'est un genre un petit peu hors des sentiers battus? Moi, je dirais un genre qui nous plaît. Parce que de toute façon, surtout dans les petites maisons, va falloir le défendre, et si on n'y croit pas, on le défendra mal. Je pense que ceux qui se lancent dans les petites maisons, c'est quand même plus par passion que par appât du gain. Si c'est par appât du gain, je leur dirais de pas se lancer dedans. Mais... en fait, mais c'est ce qui ressort quand même souvent, en tout cas de tous les podcasts pour l'instant qui a été fait jusqu'à présent. À chaque fois, on me dit, quand je demande justement la question du conseil, etc., ou que ça vient dans la discussion, tout le monde me dit, mais si vous faites ça pour l'argent, mais arrêtez tout de suite. De toute façon, dans le monde du livre, quel que soit le domaine, ça gagne pas. Ouais, faut pas le faire pour espérer rouler en Ferrari, quoi. Il faut vraiment être passionné, quoi. C'est le plus important de toute façon, je pense. Même dans tout corps de métier, faire son métier avec passion, je pense que se lever le matin en se disant, ok, je fais un boulot qui me passionne et j'aime ce que je fais, ça marche pour tout le monde. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça qui nous tire. Du coup, est-ce que pour terminer, toi, alors, on imagine, je sais pas, dans 10 ans peut-être, c'est ton truc, l'édition, la maison d'édition, tu veux vraiment le faire perdurer sur des années, ou t'as d'autres envies? Est-ce que justement le métier de l'édition t'a fait découvrir d'autres choses sur le métier du livre qui pourraient te donner envie justement de voir d'autres horizons? Alors, j'aime bien, je me retrousse les manches. C'est une question importante visiblement. Il y a des projets. Ah, j'adore les projets. Non, mais ça fait déjà quelques années que je l'ai en tête. Et puis j'en avais parlé avant. C'est aussi ouvrir une librairie en parallèle, en continuant la maison d'édition. Mais oui, ouvrir une librairie. Et puis dans 10 ans, il y aura des librairies marathon dans toute la France. Et mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Alors là, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Il faut rêver. Je ne sais pas, mais voilà, disons. Après, c'est un souhait, comme tout projet, ça se pèse. Là, par exemple, actuellement, là où je suis, le marché des librairies est saturé. Si j'en ouvre une, il faut que ça soit en connaissance de cause, en ayant bien étudié le marché. Il faut se lancer, mais en connaissance de cause. Ok. Bon, du coup, je te réinvite dans le podcast en tant que libraire dans quelques années, alors. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet entretien et ce podcast qui était très intéressant. J'ai appris plein de choses au final. J'avais une vision totalement faussée de la maison d'édition, donc c'est chouette. J'espère que ça en aura appris à d'autres aussi. Et puis longue vie à Marathon Édition. Je mettrai tous les liens vers les réseaux sociaux, etc. En barre d'infos. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écouté, d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'émission, à venir nous donner vos avis et puis à retrouver Marathon Édition sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans un prochain podcast.